messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la Une. Comme tous les lundis ce soir, nous sommes honorés de recevoir le ministre des Sports, Matar Ba. Une invitation qui tombe à un moment charnière car inquiétude et angoisse s'entremêlent chez les dirigeants et acteurs sportifs quant à la reprise des compétitions dans différentes disciplines au moment où la pandémie de Covid-19 connaît une recrudescence et que le ministère de l'Intérieur a sonné le rappel interdisant les rassemblements, notamment sur les terrains de sport. Une invitation qui tombe à pic aussi, puisque le ministre des Sports, Matar Ba, a reçu ce lundi un groupe d'experts et de techniciens qui seront chargés de la réfection des stades Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Eliman El Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack. Force est de constater que le Sénégal présente un grand déficit sur le plan des infrastructures sportives malgré les promesses de rénovation. L'État sénégalais a rendu un hommage national à Papa Bouba Diop décédé en France le 29 novembre dernier. Un hommage survenu après son décès. Qu'en est-il des sportifs de haut niveau ayant rendu service à la nation et qui aujourd'hui vivent dans l'oubli et le dénuement? Le sportif de haut niveau a-t-il un statut dans notre pays? Voilà une des questions que nous poserons également à notre invité. On parlera aussi de la fédération, des différentes fédérations, de leur fonctionnement, des assemblées générales électives et objectifs auprès de la tutelle. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Alors, pour nous accompagner, le groupe Futur Média, avec notamment le directeur de publication de Record, Hubert Meng. Hubert, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, Hubert, monsieur le ministre et aux téléspectateurs qui nous regardent. Et bien sûr, nous sommes ravis, comme je le disais tout à l'heure au sommaire, de recevoir le ministre des Sports, Matar Ba. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, Hubert et cher Tidiane. Et je salue en même temps l'ensemble des téléspectateurs qui suivent cette grande émission de sport. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite attaquer le débat avec un sujet d'actualité évidemment, cette inquiétude qui monte dans le monde sportif. Pire que l'inquiétude, c'est l'angoisse qui a envahi les dirigeants sportifs avec le rappel fait par le ministère de l'Intérieur des mesures à respecter pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Parmi celles-ci, l'interdiction de tout type de rassemblement, notamment sur les terrains de sport. Pour la plupart de ces dirigeants, rester des mois de plus sans compétir sonnerait la mort de beaucoup de clubs et ralentirait évidemment considérablement la carrière des sportifs. Il faut reprendre les compétitions, même avec des conditions restrictives. Nous écoutons le cri de cœur de Seydou Sané, président du Casa Sport, au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mondia. man maa ngi sant bu baax a baax di gërëm président de la République Macky Sall mi nga xam ne c'est la première fois dans l'histoire ci sport Sénégal ministère des sports am budget bu weesu 30 milliards li ñu daan xam mooy 6 milliards 5 milliards 4 milliards te boobu sax ministère de la jeunesse des sports et des loisirs mais mësul mot sax 10 milliards mais ministère des sports moom rek ren dem na lu weesu 30 milliards loolu bu ñu ko amee na war nañu sant président de la République ci taxawaayam ci sport au niveau de ce pays xoolal muy am stade Diamniadio bu ñu nag di tabax Ziguinchor tamit bokk na ci stade yi nga xam ne dañ koy defaraat pour tour bi yëpp la ñuy clôturer pelouse bi ñu laalaat ko nga xam ne même coupe du monde sax bu ñu ko bëggee sax mën nañ ko organiser foofu. loolu yëpp bu amee gisuma lu tax ñu mën a bañ acteurs yi jouer. moo tax may ñaan daal nañu encadrer acteurs yi mooy ministère de la santé ak yeneen acteurs yi war nañu jàppale ñu mën a respecter tamit lu ñuy wax mesure barrière. Il y a un protocole lu ñuy wax protocole sanitaire pour sport bi protocole boobu dañ ko war a respecter strictement pour que suba ñu xam ne tamit ñun ay responsable lañu lu ñu wax dañ koy def maanaam raxasu masque bu ñu dem terrain ñu sol suñu masque ñu respecte distanciation bu ñu football tamit. wala ñuy basket supporter bu mu ñëw sax ñu def lu ñuy wax huis clos. ñun loolu moo ñu gënal c'est-à-dire bu dee tey dem na bala ñuy tëj terrain ñu bàyyi footballeurs yi football ñun ñu bañ a jaay sax billet ñu toog footballeurs yi football parce que mënuñu toog ñaari atti footballuñu bu dee loolu rek moo des supporter du am ñu jouer comme huis clos ñu koy jouer
jeex na comme ça footballeurs yi ñun moo ñu soxal parce que ñoom seen métier la mën nañ ko continuer di jouer ba keroog bu yàlla di génne jàngoro bi supporter di dellu si waat parce que ñun sport bi entreprise la dafa mel ni nga xam sa usine di fay ay nit ñuy liggéey ñun noonu la ñuy def am na ay xale yi nga xam ne yu bëri dañ leen di jël ñu leen di fay salaire di liggéey ak ñoom tey bu demee ba ñu nekk professionnel ñu yóbbu leen encore Europe ñu jaay leen mu am impact ci club bi ñu mun a am xaalis di mun a liggéey leneen. am na ñi nga xam ne déjà Belgique wala France bindal nañu depuis daaw ay bataaxal pour nañu soxla nañu diw mais loolu bu amulee na ñu tëj lépp mais day métti ci ñoom day métti ci club bi te ñoom pré-contrat yi ma wax noonu léegi ñu weesu parce que pré-contrat bi dañ leen ne bon soxla nañu kii dañ ko bëgg ñëw tester invité ko mais loolu bu dee xale bi ñaar fukki at ak ñaar la am bu dee ñaar fukki at ak ñaar la am moo war a dugg ñaar fukki ak ñett ba dugg 24 ans 25 ans rek soxlaatuñu ko. Voilà, Seydou Sané, président Casa Sport, moom peut-être mën nañ ne moo joxe écho li nga xam ne ñu bëri xalaat nañ ko. Monsieur le ministre, j'ai envie de dire que tous les acteurs sportifs sont suspendus à vos lèvres par rapport à cette situation qui a un peu évolué parce que cet arrêté ministériel existait depuis quelques mois. Il a juste été réactualisé pour cause de rappel avec cette recrudescence de la pandémie. Mais tey sport bi ñi ci bokk nee nañu dañu bëgg reprendre compétition yi yow en tant que ministre lan ngay tontu ci njàqare ñi nga xamante ni ñooy acteurs du sport bi. Vous savez, tout le monde doit comprendre qu'un ministre des Sports qui ne va plus au stade, qui ne voit plus les sportifs pratiquer le sport de leur choix, c'est un ministre des Sports qui vit les mêmes situations difficiles que les présidents de fédération, les acteurs. Ça, au moins, on peut nous le concéder. Vous êtes dans le même bateau, quoi. On est dans le même bateau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai toujours loué la responsabilité avec laquelle nous avons combattu aux côtés de l'État. Je dis nous, parce que des fois, c'est le sportif qui parle, parce que les responsables fédéraux et les responsables de groupements sportifs se sont mobilisés pour accompagner les pouvoirs publics à faire face à cette pandémie. En arrêtant toutes les compétitions, pour se conformer aux décisions de l'État qui se sont cotisées et qui ont mené le combat de la sensibilisation au niveau de la base. Parce que ce qu'ils avaient dit, c'est que nous avons comme objectif principal, c'est de protéger les acteurs du sport. Nous avons combattu aux côtés de l'État et nous avons connu une tendance baissière. Et nous avions anticipé pour initier des concertations pour voir avec toutes les fédérations comment on va aborder la reprise. Et pour ce faire, on a demandé à chaque fédération de monter un protocole sanitaire qu'on va soumettre aux autorités sanitaires et voir quand il y aura reprise, comment le faire sans trop de dégâts. Mais malgré tous ces efforts-là, on a connu aujourd'hui une hausse au niveau de la contamination. On parle de plusieurs cas communautaires par jour et il fallait rappeler les mesures qui nous ont valu cette réussite-là au niveau de ce combat contre la Covid. Et quand le ministère de l'Intérieur a rappelé les dispositions qui sont dans les différents arrêtés, j'ai bien compris la réaction des uns et des autres. Parce que effectivement, cette réaction est naturelle. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'État a le devoir de protéger les Sénégalais. Quand il y a un danger, l'État a le devoir de les protéger. Oui, mais sauf que ces gens-là, ces acteurs-là... Mais si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Parce que j'ai dit que l'État a rappelé les dispositions des différents arrêtés. Et ces dispositions ne visent pas le blocage des activités sportives, en réalité. Ces arrêtés visent la protection des populations sénégalaises. Et quand on lit bien l'arrêté, on interdit les rassemblements au niveau des terrains de sport. Alors, s'il y a maintenant des propositions à faire, je pense que la réaction serait de faire d'autres propositions qui vont respecter les dispositions des différents arrêtés et qui nous permettent aussi de faire la pratique.
Très bien. On parle de huis clos, parce que ça se fait ailleurs. Mais les huis clos aussi, c'est des tests obligatoires. Parce que si vous prenez 50 personnes, surtout ceux qui sont dans les sports de combat, il est extrêmement utile de connaître l'état de santé des acteurs. Sinon, c'est une porte qui permet effectivement au virus de continuer. L'inquiétude, c'est faire. surtout quand on parle de rassemblement dans les terrains de sport. Ça veut dire que ça exclut toute... bon, c'est la perception que le monde sportif en a. Là, il y a une totale unanimité. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une seule voix discordante par rapport à la réaction. Donc, quand l'arrêté dit il n'y a plus, c'est formellement interdit, les rassemblements sur les terrains sportifs, ça veut dire qu'il est exclu que l'on puisse reprendre. Le Jaraaf, aujourd'hui ou hier, samedi a été conduit au terrain de... Ce n'est pas le rassemblement, ils ont fermé en tout cas l'infrastructure, ils ont pris certaines dispositions. C'est pourquoi j'ai dit, je n'avais pas terminé, je suis en train de discuter avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé pour voir comment accompagner les manifestations, s'il y a possibilité bien sûr, tout en prenant toutes les dispositions qui sont dans la règle. C'est ce qu'il faut comprendre. Très bien, Monsieur le ministre, quand même, on vit dans une société qui est en ensemble. Et je pense que la frustration des acteurs du monde sportif et des arts se situe un peu à ce niveau. Parce qu'ils se disent que les gens continuent à aller à l'école, les gens continuent à aller à l'université, à aller au marché, à aller au travail. Et eux... Dans les lieux de culte aussi. Oui, dans les lieux de culte. Et eux, cette pratique du sport, c'est leur travail en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on cible uniquement... Non, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Ouais, mais expliquez-nous. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, l'arrêté ne vise personne. L'arrêté ne vise qu'à protéger les populations. Parce que s'il n'y avait pas de pandémie, il n'y aurait jamais d'arrêté. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que tous les Sénégalais, c'est des sportifs. C'est les Sénégalais qui sont parents d'élèves. C'est les Sénégalais qui vont au marché. Alors, prendre tout pour soi-même et penser que c'est un blocage qui est ciblé, ça, c'est ça le danger. Oui, mais c'est parce que les autres continuent d'exercer leurs activités. Non, c'est pas tout le monde. En respectant le geste. Tout le monde ne fait pas ce qu'il faisait. Tout le monde ne fait pas ce qu'il faisait. Monsieur le ministre. Aujourd'hui, je suis venu masqué. C'est parce que on a la distanciation que j'ai enlevé mon masque en prenant des risques. Parce que ce n'est pas... personne ne maîtrise ce virus-là qui nous perturbe. Très bien. Alors, je pense que ce qu'il faut, puisque tant qu'il y a possibilité de discuter, de parler, de trouver des solutions, on peut y aller. Parce que 2020 a été perdu, mais je suis sûr que 2021 ne peut pas être perdu. Très bien. Parce qu'en réalité, il y a des perspectives pour faire face à ce virus et continuer notre vie normale. Très bien. Moi, le point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est la réactivité, le timing. Parce qu'on était parti sur déjà une fixation de calendrier, pratiquement le football. Oui, mais il n'y avait pas la hausse. Oui, je suis d'accord, mais vous avez parlé de discussion, de conditions. Mais aujourd'hui, quel est le timing que vous vous fixez? Parce que si on dit que le football doit reprendre, la Ligue 1 doit reprendre le 2 janvier, le 2 janvier, c'est dans 3 semaines maximum. Mais d'ici demain, tout peut se passer, Mampatou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport, c'est l'État qui l'a délégué à des entités. L'État ne peut pas faire de sorte que le sport ne soit plus ce qu'il était. On a une vision. L'État a des objectifs pour ce sport-là. Donc on ne fera rien qui pourra bloquer définitivement le sport. On trouve des solutions avec les acteurs pour aller de l'avant. C'est cela que je voudrais faire comprendre parce que j'ai reçu cet après-midi le comité olympique qui est la mère des fédérations. On a eu une large discussion et ils savent que que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le ministre des Sports, parce que les activités sportives ne concernent pas que mon département, voilà. C'est l'État du Sénégal qui va voir comment accompagner tous les secteurs, comme il l'a fait la première vague, il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises. Cette fois-ci aussi, il y aura d'autres dispositions pour accompagner le secteur des sports parce que les discussions ne sont pas rompues. Nous sommes en train de trouver des solutions à cette question. Oui, mais justement, quand même, ce virus-là, je pense que ça fait 9-10 mois dans ce pays. Entre-temps, même le chef de l'État a dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus puisqu'il est là. Je pense qu'entre-temps, les gens ont appris à vivre avec le virus.
En faisant quoi? En respectant les gestes barrières. Et je pense que les footballeurs, le monde du sport en général, quand même, ils sont assez matures pour essayer d'évoluer dans ce contexte, en respectant les gestes barrières. Cher Tidiane, tous les Sénégalais sont matures, mais ça n'empêche pas la propagation du virus. Aujourd'hui, avec les matchs internationaux, on a eu un pays qui n'a pas pu jouer. Parce que les tests ont montré qu'il y a des cas positifs dans le groupe. Oui, mais même on peut l'avoir demain. Même notre équipe de basket au Rwanda a eu un test, mais n'empêche, ils ont joué. Il y a notre directeur technique national. Est-ce que vous avez de ces nouvelles même? Mais j'ai de ces nouvelles, il va mieux. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour féliciter le président, l'ancien président de la Fédération de natation, qui a été élu Dr Diop. Secrétaire général de la Confédération africaine de natation. Ça aussi, il faut se féliciter de ce poste-là, qui est un poste stratégique dans le développement de la natation en Afrique. Très bien. Donc, monsieur le ministre, si je vous comprends bien, donc des concertations en vue pour pouvoir réguler, en tout cas trouver des conditions de pratique sportive dans des délais relativement raisonnables, parce que c'est ça aussi qu'il faut... Mais vous savez, l'année sportive, ce n'est pas au mois de juin. Je veux vous dire tout simplement que les négociations, les concertations qu'on est en train de faire nous permettront sûrement pas de sauver notre sport, continuer à travailler, à accompagner nos disciplines sportives, parce qu'en réalité, c'est notre rôle. Quand il y a des difficultés, c'est l'État d'ailleurs qui s'engage, parce que notre rôle, c'est de trouver des solutions aux préoccupations des populations. Ce que je voudrais préciser seulement, c'est que cet arrêté-là ne vise pas une catégorie, ne vise pas une discipline. C'est un arrêté qui ne vise qu'à protéger les populations sénégalaises. Si tout le monde le comprend, le reste, c'est des propositions et on attend ces propositions. Il y a des fédérations qui ont déposé déjà un protocole sanitaire. Comment matérialiser ce protocole sanitaire? Et ça, c'est au niveau d'autres ministères et nous sommes en train d'y travailler. Justement, je pensais que ce sont les services médicaux qui proposaient un protocole sanitaire. Mais tout le monde ne l'a pas fait quand même. Mais il y en a qui l'ont déjà fait. Ce sont eux qui valident. Mais les propositions émanent des fédérations. Oui, c'est eux qui font parce qu'ils sont dans la pratique. Et les experts verront est-ce que c'est faisable sur le terrain. Et même si un protocole est adopté, il faut qu'il y ait des gens qui vérifient effectivement est-ce que tout a été appliqué sur le terrain. Parce que nos acteurs, on doit les protéger. Et même à ce niveau, il y a des craintes déjà. Par contre, je pense que la solution, ce sera nécessairement un protocole sanitaire qui sera adopté par une discipline. Peut-être il y aura des spécificités entre le basket et le football, par exemple. Et les arts martiaux. Voilà. Mais il faudra peut-être qu'il y ait des tests. Des tests Covid obligatoirement. Et ça a un coût. Voilà, là également, ça repose un autre problème. Tout à fait. La prise en charge. Oui, mais tout ça, c'est pourquoi je vous ai parlé du ministère de la Santé, je vous ai parlé d'autres ministères et du ministère des Sports. Et les acteurs aussi. Il faut qu'on trouve ensemble comment régler ces questions-là et permettre effectivement la pratique du sport. Et ça, c'est inéluctable. Il faut qu'on le trouve. Parce que c'est ça notre rôle aussi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous allez en France, vous allez ailleurs, c'est parce qu'il y a une certaine puissance financière qui permet aux clubs de faire des tests et de continuer à jouer. Là, si on exige ça au club, ce n'est pas possible. Il y a des disciplines qui ne peuvent pas le faire. Mais comment harmoniser tout ça? C'est cela l'intelligence qu'il faudra avoir. Et dans la sérénité, nous pourrons effectivement continuer les discussions et trouver les bonnes solutions. Alors, une question très concrète. La semaine prochaine, les courses hippiques envisagent d'ouvrir leur saison. Ils ont prévu une course. Oui, mais je les ai reçus et ils ont dit qu'ils peuvent faire les tests. D'accord. À huis clos. Ils s'engagent même à faire les tests et faire pour du qui, huis clos. Les cavaliers? Oui. Jockey et cavaliers restreindre le nombre de participants et faire les tests et tout. Mais tout est suspendu à la fin, parce qu'il faut des conclusions. Quand on discute avec les sectoriels, il faut qu'on trouve le juste milieu avec les autorités administratives
et qu'on respecte effectivement les gestes barrières et qu'il n'y ait pas de mobilisation. Et si tout est pris en charge, je pense qu'on pourrait trouver une solution heureuse à tout ça. Et il y a aussi le cas de nos clubs africains qui jouent les 22 et 23, le Teungueth FC, le Jaraaf de Dakar, on a parlé de cet incident-là, le Jaraaf qui a été empêché de s'entraîner, qui d'ailleurs, je pense que c'est la fédération sénégalaise qui doit écrire un courrier pour demander une autorisation afin que le club puisse s'entraîner sans trop de problèmes. Par exemple, pour ces équipes-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des mesures spéciales pour pouvoir accompagner ces deux équipes qui sont au niveau africain et qui sont gérées par un autre système. On ne peut pas être qualifié et ne pas s'entraîner et ne pas participer à ces compétitions-là. Nous allons les accompagner pour qu'ils puissent s'entraîner, mais tout en faisant les tests. Parce que les tests, c'est ça le boulot d'étranglement aujourd'hui. Parce que puisque c'est coûteux. Parce qu'eux, ils sont assez responsables, ils savent qu'ils ne peuvent pas créer une mobilisation autour de l'équipe. Pour sauver les joueurs, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont des médecins qui suivent ces jeunes-là. Donc, ce qui est important, c'est faire les tests et permettre à ces joueurs de s'entraîner et faire les tests toutes les 48 heures pour aller vers le niveau africain et compétir. Parce que puisqu'on reçoit une équipe qui vient avec ces tests, nous devons aussi aller au plan africain pour pouvoir participer à ces compétitions. Il faut que toutes les dispositions soient prises avec les fédéraux, avec bien sûr le club, mais accompagnées par l'État du Sénégal. Alors, Monsieur le ministre, vous évoquez tout de suite un point important, c'est à l'État de trouver des solutions, c'est à l'État d'aider dans les difficultés. Et pourtant, une critique est souvent revenue concernant le ministère des Sports, et je parle parce que j'ai reçu beaucoup de dirigeants du sport ici au moment de la pandémie, c'est l'absence d'aide du ministère des Sports durant cette période de crise. On a évoqué les subventions données par la Fédération sénégalaise de football notamment. On a évoqué des protocoles qui vous ont été soumis, mais on n'a jamais entendu un acte concret posé par le ministère des Sports à l'endroit justement de ces démembrements que sont les fédérations. Bon, ça c'est leur niveau d'information, parce qu'en réalité, le ministère des Sports n'a pas attendu la Covid-19 pour être aux côtés des fédérations. Je vous rappelle que le principal bailleur de fonds du sport sénégalais, c'est l'État du Sénégal. Que ça soit une année normale ou une année perturbée avec la pandémie, le ministère des Sports accompagne les fédérations selon les programmes qui sont déposés et arbitrés par l'autorité. Et il y a toujours des subventions. Mais au-delà de ça, pour cette question précise, les fédérations, peut-être vous êtes tombé sur des présidents ou des responsables sportifs qui ne sont pas informés, mais le budget du ministère des Sports a été remodelé et ce qui nous a permis d'avoir au niveau de la ligne subvention une somme qui avoisine le 1,3 milliard destinée au monde sportif. Aujourd'hui, les fédérations, ceux qui ont déposé leur compte, il y a un arrêté qui fait un virement de compte de 5 millions par fédération pour appui au fonctionnement pour toutes les fédérations du Sénégal. Mensuel? Mais est-ce que harmonisé, toutes les fédérations ont pas mensuel, harmonisé. Est-ce qu'elles ont toutes reçu? Oui, c'est un processus au niveau des finances. Il y en a qui ont reçu. Il y en a d'autres, peut-être ça traîne, mais ils vont recevoir, en tout cas, ils vont recevoir la somme. Même on a reçu... Parce que c'est un arrêté, ce n'est pas de l'argent compté qu'on donne comme ça. C'est un arrêté, c'est un virement du Trésor vers le compte de la fédération. Et au niveau du football, si vous voyez que la fédération a pu faire autant pour les ligues, pour la Ligue 1 et la Ligue 2, même la Ligue amateur, c'est parce que le ministère des Sports a appuyé à hauteur de 500 millions la fédération et a indiqué comment faire le dispatching pour ceux qui sont dans la Ligue professionnelle. Non, c'est parce qu'on n'a pas besoin, à mon avis, l'appui constant aux fédérations, ce n'est pas une chose qu'on doit mettre en valeur tout le temps. Parce que l'objectif, c'est de faire de sorte que les clubs et les fédérations aient leur autonomie financière, qu'elles puissent en tout cas gérer certains détails à leur propre niveau. Donc les aider, c'est parce que nous avons l'habitude de le faire
que ça n'a pas été un événement qu'on pouvait mettre sur la table comme ça. Mais ils le savent parce que le comité olympique était à côté pour l'arbitrage et les présidents de fédération qui ont reçu aussi, ils étaient au courant. Ils n'en ont pas parlé, mais ça, le plus important, c'est de dépasser cette pandémie et de retrouver une vie normale. Monsieur le ministre, il y a des fédérations quand même qui disent qu'il y a une discrimination à ce niveau, parce qu'elles n'ont pas reçu du tout l'aide par rapport à la force Covid. En venant aujourd'hui dans ce studio, j'ai reçu une contribution qui peut-être va passer demain dans le journal Record, où un responsable de fédération crie... En l'occurrence, quelle fédération comme ça C'est l'une des plus petites fédérations-là. Mais c'est une fédération quand même. C'est une fédération donc, qui dit qu'il y a une discrimination par rapport à certaines petites disciplines. Non, il n'y a pas de discrimination. Parce que le ministère des Sports ne peut pas gérer 60 fédérations. De la même façon aussi. De la même façon. Chacun son programme. Chaque fédération, ce qu'elle fait au niveau de la promotion de la discipline et son plan, programme. C'est cela aussi qu'il faudra dire aux fédérations. Parce qu'une fédération, c'est un produit qu'on donne à des Sénégalais qui se sont battus pour être là où ils sont et qui doivent faire de la promotion, qui doivent vendre leurs produits. Et aujourd'hui, il peut y avoir un retard, et je le maintiens. Les arrêtés ont été pris pour ceux qui ont un compte, parce qu'une fédération qui n'a pas de compte ne peut pas recevoir, parce que ce n'est pas de l'argent qu'on a mobilisé, qu'on a mis dans des enveloppes pour les distribuer. C'est des arrêtés qui permettent aux fédérations de recevoir un virement qui vient du Trésor. Donc, toute fédération qui n'a pas reçu, il n'a qu'à s'approcher du DAGE, du ministère des Sports, et pour régularisation de cette question-là. Mais je vous dis, ça a été comme ça. Nous avons remodelé notre budget. On a éliminé des activités de 2020 pour permettre aux fédérations de recevoir un appui. Ce n'était pas juste une compensation, loin de moi, de minorer le geste qui a été fait, mais est-ce que vous pensez que réellement 100 millions, c'est impactant pour une fédération sur une pandémie qui a duré presque un an? Mais même si c'était 20 millions, ça ne peut pas combler le vide, mais c'est un geste qui montre qu'effectivement, l'État est là pour les accompagner. Et pour vous dire aussi que aucune fédération ne doit attendre tout simplement tout son fonctionnement de l'État. Ce que je peux vous dire aussi, les fédérations ne gagnent pas de l'argent parce qu'elles organisent des compétitions. Les compétitions, ce qu'on gagne, ce n'est pas ça qui fait vivre les fédérations. Ça aussi, il faut le comprendre. Même pour le football? Mais les tickets, quand il n'y a pas de match d'équipe nationale, il n'y a pas beaucoup d'argent. Moi, je pense que l'argent, c'est pour accompagner le transport des clubs, le fonctionnement des ligues et tout ça. Mais ce n'est même pas suffisant. Bien sûr. Mais une participation à une Coupe du Monde, ça rapporte beaucoup d'argent. Et la preuve, on est en train de construire des ligues régionales. Mais on n'en parle pas, cher Tidiane. On n'en parle pas. Quand la fédération de football engage l'équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde. Il y a des milliards qui sont destinés au football sénégalais. Au même moment, une autre discipline peut gagner la Coupe d'Afrique. Il revient avec une médaille qui n'a pas de valeur en réalité. C'est pourquoi j'ai dit, nos représentants doivent se battre au niveau africain, avec leurs pairs. Surtout le basket. Pour que certaines disciplines... C'est le cas du basket. Oui, mais quand on gagne un trophée, même si ce n'est pas de l'argent pour la fédération, si des sports individuels comme le karaté, la boxe, le judo, mais les athlètes qui ont gagné devraient pouvoir rentrer avec des enveloppes leur permettant de continuer effectivement leur formation. Mais malheureusement, ils reviennent bredouilles. Et quand tu fais un arbitrage pour accompagner le football, ils vont nous dire, ils vont nous parler de discrimination. Très bien, vous anticipez sur un débat, mais aussi, c'est vrai qu'ils reviennent aussi ces athlètes frustrés. Souvent, il vous est reproché au niveau du ministère des Sports de privilégier une visibilité autour de ces sports populaires, entre guillemets le football, le basket, alors que parfois des sportifs rapportent des médailles mondiales, continentales, mais n'ont pas le même accueil, en tout cas ne sont même pas reçus au niveau du ministère. Vous avez entendu ces critiques-là. Comment vous expliquez un peu ces deux poids, deux mesures? Enfin, tout ça, ce n'est pas avec moi du tout. Parce que nous, on ne cherche même pas de la visibilité. On est là pour travailler. On est là au service des sportifs, pour les accompagner, trouver des solutions aux problèmes. Quand il y a gloire aussi,
on est là. Mais vous en récoltez les fruits. Oui, mais non, on ne récolte pas des fruits. On est content pour notre peuple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche le buzz. Ça, vous devez le savoir. Sinon, je ne serais pas très, très accessible comme je le suis. Le problème n'est pas là. Ce que je peux vous dire, c'est que quand le football gagne et rentre au pays, même si l'autorité ne sort pas, mais toutes les populations sont dehors. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, le ministère des Sports, vous pensez que quand le judo va en Afrique pour une compétition internationale, le ministère travaille sur une fiche d'opération. Et cette fiche d'opération a été travaillée par la fédération concernée, basée sur les besoins et les réclamations des acteurs, arbitrée par l'autorité. Et c'est cette fiche-là qui nous permet de les faire voyager et de faire une mobilisation pour la participation et la préparation de la discipline. Et vous faites ça pour tout le monde? On le fait pour les 60 fédérations, en tout cas celles qui ont la chance de se qualifier pour les compétitions internationales. Mais on le fait. On le fait pour le football, on le fait pour les autres disciplines. Parfois avec un peu plus de difficultés. On le fait pour le voyage de l'athlète qui ne va pas forcément y aller dans les meilleures conditions, qui va voyager en faisant des escales. Ce sont des réalités aussi de notre sport. Peut-être le football, voilà, les footballeurs auront un avion spécial, mais les autres athlètes, ils vont passer par Addis, le Casa, ils vont galérer, ils vont arriver à 48 heures de la compétition. Le dernier exemple, c'est l'équipe nationale de basket qui a fait un périple. Et qui voyage en classe économique. Des joueurs de 2 mètres qui voyagent en classe économique, ça pose problème. On a connu pire que ça. Moi, je veux que les problèmes soient touchés du doigt, mais qu'on évalue nos acquis. Même si c'était 60 fédérations qui étaient toutes dans des difficultés, aujourd'hui, on est à 59. Si vous voulez prendre que pour exemple le football, on a éliminé un obstacle. On devrait nous encourager à aller de l'avant pour faire la même chose pour toutes les fédérations. Mais ce qui est sûr, c'est que ça soit le basket, que ça soit toutes les disciplines, tout le monde est d'accord qu'il y a de meilleures conditions de participation aux compétitions internationales. Parce que l'enveloppe qui permettait de prendre ça en charge a augmenté très très sensiblement. Et que nous sommes en train d'augmenter même. Il y a les primes qui sont augmentées. Vous allez voir le basket. Ce que le basketteur gagnait quand il était dans une phase, une fenêtre. Mais il gagne triplement aujourd'hui. Que ça soit le handball, que ça soit la boxe, toutes les disciplines. Mais, monsieur le ministre, par exemple, vous savez que nos basketteurs, ils font au minimum 2 mètres. Quand ils voyagent en classe économique, les jambes pliées pendant un périple presque de 24 heures, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils ne performent pas dans les meilleures conditions? Est-ce que ça, ce n'est pas un point urgent à régler concernant justement les basketteurs? Mais si je pouvais régler toutes ces difficultés-là, je l'aurais fait. Mais sachez que vous êtes au Sénégal, et le Sénégal est un pays qui a beaucoup de priorités. On ne peut pas prendre l'argent le budget sénégalais et on destine ça à la préparation de nos équipes nationales. C'est pourquoi je vous dis, quand on pose un problème aussi, il faut analyser ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'il y a un pays qui prend un avion spécial comme ça pour les basketteurs? On se débrouille avec les moyens du bord parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il faut s'adapter. L'équipe nationale du football qui a ces conditions-là, mais c'est parce qu'on est parvenu à régler cette question. C'est de la même manière qu'on trouve. Comment vous l'avez réglé? En ayant plus de revenus? C'est parce que c'est la fédération qui met la main à la pâte? Comment vous l'avez réglé? Non, on l'a réglé parce que ça a été une difficulté et nous avons analysé la question. On a pensé que c'est ça qui faisait de sorte que on a des difficultés à avoir la performance souhaitée par les Sénégalais. Parce que si les joueurs ne pensent plus au football, ils pensent aux primes qui ne sont pas payées. Ils pensent à l'hôtel parce que leurs conditions d'hébergement sont dures. Ils pensent au voyage, comme on le dit. Si on peut trouver des solutions, on le fait. Mais je note aussi que l'équipe nationale, c'est pas que... Bankable aussi, c'est pas l'équipe nationale de football du Sénégal, c'est pas les autres équipes nationales quand même. Mais en même temps, c'est pas la fédération qui paie les déplacements, ça reste toujours l'État. J'ai pas encore fini, Mamfatou. Non, je réponds à Cher. Et ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, on a un match quelque part en Afrique, ce n'est pas automatique qu'un vol spécial soit mis à la disposition
de l'équipe nationale. Mais c'est devenu récurrent. Quand même. Ouais, mais si on doit passer la nuit, si on doit passer la nuit, ou bien qu'on fasse le tour de l'Afrique pour aller là-bas, par exemple, il y a une année, j'ai accompagné l'équipe pour aller au Botswana. Si on n'avait pas un vol spécial, on serait arrivé le jour du match. Ça ne sert à rien de participer à une compétition. On est sûr d'arriver le jour du match. Si on peut trouver des solutions, on doit le faire. C'est pourquoi l'exemple de l'équipe nationale devrait être une fierté pour nous. Ça ne devrait pas être des sources de critiques. C'est pas un problème. On doit prier pour avoir des fédérations fortes qui pourront effectivement prendre certaines dépenses en charge. Nous accompagnons la fédération parce que notre objectif, c'est permettre à notre fédération, après 2 Coupes du Monde, à la limite 3, d'avoir une fédération qui prend tout en charge, qui a une autonomie financière. Oui, mais la préoccupation de Mamfatou, peut-être on peut la comprendre du fait que l'équipe nationale de basket, par exemple, est celle qui se rapproche le plus de l'équipe nationale du Sénégal. Et puis en termes de standing, on a des joueurs qui évoluent souvent dans ce genre de conditions en Europe. Et quand ils viennent en équipe nationale et qu'on les fasse voyager en classe économique... Ensuite, c'est une discipline Non, mais non, ils ont de meilleures conditions. La classe économique, classe affaires, tout est négocié. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, quand la fédération travaille avec le directeur de la haute compétition, le DAGE, toutes ces difficultés devraient être mises sur la table. Il y a des solutions qu'on a eu à trouver avec les Gorgui-Sidien et les autres, qui ont eu des classes, qui ont voyagé en classe affaires. C'est une question de compréhension de la situation et de voir comment régler et de la possibilité financière aussi du ministère des Sports. Très bien. Alors on va un peu avancer parce que sinon on a tellement de questions à vous poser, mais peut-être s'arrêter sur l'hommage national que vous avez rendu à Pape Bouba Diop, qui a été salué par l'ensemble des Sénégalais, même si c'est arrivé malheureusement après son décès. Alors l'État sénégalais a fait preuve d'une grande empathie en prenant notamment en charge le rapatriement du corps, une partie, je pense, des charges de la cérémonie funéraire, etc., etc. Déjà, je voudrais que vous vous appesantissiez sur ce point, c'est-à-dire ce que vous avez tenu à faire pour rendre hommage à un sportif sénégalais. Mais derrière, évidemment, la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est pour l'État du Sénégal, quel est le statut du sportif de haut niveau et comment faut-il le traiter? Ce que je retiens avec le décès de Pape Bouba Diop, c'est l'unanimité qu'on a retrouvée autour du chef de l'État pour rendre hommage à un lion qui le mérite amplement. Je l'ai indiqué lors d'une de mes interviews pour dire que Pape Bouba était un lion. Il s'est battu pour son pays avec courage, avec détermination, mais le tout enveloppé par une discipline sans faille. Moi, je pense que cette discipline et cet engagement patriotique, c'est cela qu'on doit vendre à la jeune génération. Parce que en 1960, en 1970, même en 1980, même on peut aller jusqu'à 2000, on se sacrifiait en portant le maillot national. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Le maillot national, s'il est un sacrifice pour le Sénégalais qui le porte, c'est une opportunité aussi pour le Sénégalais qui le porte. Si c'est le football, si je ne me trompe, pour avoir un contrat en Angleterre, il faut avoir des sélections ou bien une sélection. Tout à fait. Des sélections. On vous ouvre des portes en portant le maillot. Ce qui est important, c'est que Pape Bouba Diop, paix à son âme, a vécu, il a travaillé, il a marqué les esprits positivement. Et quand il est décédé aussi, le chef de l'État, le premier sportif sénégalais, est parti jusqu'à l'aéroport pour le recevoir. Et tout est tombé un vendredi avec son but. Il est rentré au Sénégal le vendredi. Et le chef de l'État, au nom de toutes les populations sénégalaises, lui a rendu un vibrant hommage. Et a fait de sorte que Pape Bouba Diop ne soit plus oublié, en faisant de lui le parrain du musée qui sera bâti au niveau du stade du Sénégal.
on ne va pas revenir sur la prise en charge, parce que tout le monde sait que c'est l'État qui a payé le transport, qui a rapatrié le corps. Vous avez, en posant votre question, parlé de même si c'est trop tard. Moi, je ne pense pas non, si j'ai bien compris. Non, pas parce qu'il y en a qui réagissent comme ça. Vous savez, le Sénégal, nous sommes tous des Sénégalais comme vous. Vous côtoyez le danger pour informer les Sénégalais. Quand il y a compétition internationale, Mame Fatou, on s'est rencontrés en Russie ou ailleurs. C'est plutôt Cher qui était en Russie. Cher, moi ou bien au Gabon. Au Gabon, avec le Cher. Et j'ai vu dans quelles conditions vous travaillez. Mais vous oubliez le danger. Vous ne pensez même pas au danger parce que vous voulez que les Sénégalais qui vous suivent aient les informations. Donc chaque Sénégalais se bat pour son pays. Ce qui est à noter et qu'on doit magnifier, c'est la solidarité des Sénégalais. Parce que quand il y a une difficulté, tous les Sénégalais pensent à aider. C'est pourquoi, quand le chef de l'État a pris ces décisions-là, vous avez vu la réaction populaire. Après cela, il a reçu Madame Diop, la femme à Pape Bouba, et ses 2 enfants. Et il a discuté avec, pour montrer effectivement que Pape Bouba est parti, mais ses enfants restent des Sénégalais aussi. Et nous devons travailler ensemble à accompagner ces enfants, mais accompagner l'ensemble des jeunes Sénégalais. Très bien. Et nous étions très fiers. Et ça touche du doigt le statut du sportif au haut niveau. Certes, il y a des difficultés, parce qu'on ne fait pas dans la langue de bois. Il y a des difficultés. Il y a un problème de reconversion, quelque part. Il y en a qui ont réussi, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Nous devons ensemble travailler. Il ne s'agit pas de faire porter le chapeau à l'État. Il suffit que chacun prenne ses responsabilités et chacun réfléchisse. Nous, dans notre lettre de mission, on nous demande de gérer cette question en tant que ministre des Sports. Nous sommes en train de travailler. Il y a un ancien international qui gère une institution financière, qui peut à la limite trouver des formules pour aider ceux qui veulent investir dans des créneaux porteurs, ceux qui veulent être aidés à travailler, parce que tout le monde ne réussit pas. Et la carrière d'un sportif est très courte. Mais le sportif aussi doit penser à sa retraite. Si quelqu'un a l'opportunité de gagner de l'argent, il doit penser qu'un jour, il doit arrêter, il doit continuer sa vie. Si nous discutons avec les éléments qu'on a envie de mettre sur place, avec les institutions financières, avec le Code du sport qui aura en son sein un fonds de développement du sport, tous ces instruments-là permettront à ceux qui voudront faire de la reconversion qu'ils aient l'opportunité de pouvoir le faire. Okay, mais également aussi, il y a ces sportifs également qui sont souvent, qui ont beaucoup donné à ce pays et qui sont dans des difficultés. Le dernier exemple, c'est l'affaire Kendoy. Et on a vu, vous avez réagi, certains même ont dit que les autorités ont attendu à ce que les réseaux sociaux portent le combat pour réagir, mais le fait de le faire, c'est déjà bien. Mais quand même, il y a beaucoup de sportifs souvent qui se trouvent dans cet état et qui ne le disent pas. Alors, j'ai envie de rajouter qu'il y a, c'est vrai, l'aspect pécuniaire, financier dont on parle beaucoup, parce que bon, il faut vivre, mais il y a aussi la reconnaissance, tout simplement. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui ont fait de belles choses pour ce pays, qui n'ont pas de décoration, qui ne sont pas reçus. Je veux dire, cette reconnaissance sociale, est-ce qu'elle n'incombe pas, via les fédérations aussi, à votre ministère? Mais c'est ce qu'on est en train de corriger. Mais il faut aussi dire que les sportifs sont, avant d'être sous l'autorité du ministre des Sports, sont sous l'autorité des fédérations. Qui sont sous votre autorité? Oui, je suis en train de faire une graduation pour qu'on comprenne. D'accord. Parce qu'un judoka qui fait des merveilles ailleurs, et que Matarba vienne en 2014 en tant que ministre des Sports, lui, il a fait ses prouesses en 2000. La première réaction des responsables, c'est de faire de sorte qu'ils soient dans la corbeille de ceux qui doivent être élevés à des grades. C'est des propositions qui doivent nous parvenir. Okay. On ne peut pas tout maîtriser. Par exemple, Kendo, j'ai pris pour elle, pour qu'elle retrouve sa santé. C'est une grande athlète qui a fait la fierté du Sénégal. Elle a raccroché, si je ne me trompe, vers 2011. Nous sommes arrivés en 2012 et 2014. J'ai eu à la recevoir. Elle n'était pas aussi malade.
On a discuté, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler. Mais ce qui est important, c'est que l'État a réagi et on ne va pas la laisser. On va continuer à lui apporter assistance parce que c'est notre devoir. Même si ce n'était pas un sportif et qui peut être accompagné, elle sera accompagnée. C'est cela qu'il faut retenir. Mais on a plein d'internationaux dans tous les domaines. Des fois, on ignore des situations. Mais dès qu'une situation est maîtrisée via la fédération concernée, ensemble, nous essayons de trouver des solutions, d'apporter notre assistance. Donc, il faut que les fédérations Ce n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. Des fois, c'est une question de nouvelles qu'on ne peut pas avoir. C'est une information qui est retenue quelque part. Il n'y a que cela. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Bien sûr. Et tout le monde n'est pas malade. Monsieur, ça aussi, il faut le comprendre. Il y a deux questions qui peut-être transcendent même votre magistère et même ceux qui vous ont précédé. Ça date de très très longtemps. C'est la prise en charge de ces athlètes de haut niveau qui sont à la retraite. C'est également ce dont on en parlait tout à l'heure, la discrimination supposée en faveur du football. C'est-à-dire l'État met beaucoup de moyens dans le football et ignore un peu, néglige les autres disciplines. Et à ce propos, il y a le basket. On en a parlé tout à l'heure. Le basket, ils ont souffert à Kigali. C'est pas, oui. Bon, les confidences que nous avons, nous avions un envoyé spécial là-bas sur place. Et certains athlètes, certains basketteurs auraient même menacé de ne pas se déplacer si d'aventure la prochaine fenêtre se ferait au Botswana ou au Kenya. Et pas à Dakar. Donc il y a ces deux questions-là. C'est des questions, moi, depuis que je suis dans le sport, ça fait plus de 2 décennies. C'est des questions qui reviennent très souvent, qu'on reproche au ministre des Sports particulièrement. Mais moi, je suis au cœur de tout cela. Et des fois, peut-être, on n'a pas les mêmes éléments d'appréciation. Parce que toute délégation est conduite par un élément du ministre des Sports, du ministère des Sports, qui nous dépose un rapport. Et le président de la fédération était à Kigali. Et je n'ai pas ces informations que vous avez. J'attends son rapport. Mais s'il y a des difficultés, qu'on nous dise lesquelles difficultés. S'il s'agit du voyage, on ne peut garantir à aucune fédération de louer des vols spéciaux. Ce qu'on a fait pour le basket, aucun État ne l'a fait pour ce basket. Depuis qu'on est là, combien de compétitions internationales on a organisées au Sénégal? Et puis ça a changé, c'est devenu... Ça a changé. Il y a beaucoup de Moi, j'ai trouvé une prime de qualification, une prime de... Très bien, mais ça a changé aussi pour le football. Mais, non, mais bon, mais moi, je te parle d'éléments. Oui, non, je suis d'accord. Nous, quand on est arrivé, les équipes de basket étaient dans des auberges. Vous avez vu que le regroupement se passait dans des auberges. Aujourd'hui, ils sont dans les meilleurs hôtels du Sénégal. J'ai trouvé une prime de sélection de 300 000. Aujourd'hui, on est à plus de 800 ou 1 million. Ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils ne le gagnaient pas. Donc, il y a une amélioration, on fait des pas. Tout n'est pas réglé. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout est réglé. Oui, par exemple, ils n'ont pas de bus. Ils n'ont pas de bus. C'est pas à l'État. L'État n'a pas donné de bus à tout le monde. Le président de la République a offert un bus à un club. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une question de club. Ça, on ne juge pas les actes du président de la République. Ce qu'il est en train de faire. Moi, je parle du ministère des Sports. Oui. Si on devait donner un bus à une fédération, on aurait donné à l'ensemble des fédérations. Mais une fédération qui travaille, une fédération qui utilise ce créneau de marketing et de sponsoring et qui vend bien son produit, je suis sûr qu'il peut trouver un bus qui peut être brandé. Maman est en train de comparer. Ceux qui font du branding, ils ne compare pas. Non, si, parce que en football, moi j'étais présent à Tunis quand il y a eu le changement de texte, les réformes sur le basket. Beaucoup de fédérations ont posé ce problème-là, qui va financer ces matchs qui vont se dérouler en pleine saison, alors que le basket, c'était plutôt une affaire d'été. Ouais. Et là, ça a complètement changé. Parce que la FIBA ne donne pas d'argent, contrairement à la CAF et à la FIFA. Et ça, c'est un gros problème pour nos fédérations. D'ailleurs, le combat, c'est là-bas. Ouais. Le point où on est d'accord, monsieur le ministre, c'est que quand même, malgré l'argent donné par la CAF et la FIFA, quand
Ce sont des éliminatoires de CAN, ce sont des matchs officiels de l'équipe nationale du Sénégal du football, c'est vous qui financez. Oui, c'est des dépenses de souveraineté. Donc, on le fait pour toutes les... Ça ne change pas la question en tant que telle. Ça le fait... non, attends, parce que si vous vous arrêtez à ce niveau de réflexion, vous allez vous perdre. Parce que si l'État se substitue à la fédération, gère les compétitions internationales, au même moment, la fédération... prend en charge les petites catégories. Oui, mais parce qu'il y a des petites catégories qui sont en compétition. Mais l'argent qui est utilisé, s'il n'y avait pas cet argent et que notre équipe se qualifie pour la prochaine CAN en petite catégorie, l'État serait obligé de prendre cette équipe en charge. Si la fédération a les moyens de le faire, c'est comme si c'est l'État qui le faisait. C'est une continuité. Et l'État est en train, et même la fédération est en train d'investir dans les infrastructures sportives. Tout à fait. C'est parce qu'il y a quelque part où on leur donne une bouffée d'oxygène. D'accord, c'est à vous qu'on donne la bouffée d'oxygène, à l'État. Merci pour la transition, Monsieur le Ministre, parce qu'on va parler justement des infrastructures. On reviendra bien sûr sur ce côté nécrologie avec la disparition, vous le savez depuis ce matin, de Gérard Houllier, qui est ancien sélectionneur de l'équipe de France, ancien entraîneur de Liverpool, qui a eu justement à entraîner des internationaux sénégalais, dont El Hadji Diouf et Salif Diao, qui est décédé ce matin. Mais évidemment, on ne peut avoir le ministre des Sports ici sur place sans parler d'infrastructure. Il est attendu comme le messie des stades. Il s'agit bien sûr du stade olympique dont les travaux avancent bien, selon les informations même du ministre sur sa page Facebook, parce que le ministre Matarba est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Il est dans l'air du temps. Mais monsieur le ministre, Dakar-Thiès est devenu notre lot quotidien avec son cahier de dépenses, péage, essence et même déjeuner pour assister au match de clubs rufisquois et dakarois. Un seul stade fonctionnel de football pour accueillir les matchs d'un certain standing. Les infrastructures de manière globale, un tendon d'Achille du sport sénégalais. Léopold Sédar Senghor et Demba Diop fermés depuis au moins 2 ans. Le stadium Marius Ndiaye n'est pas mieux loti, même si évidemment le Dakar Arena est un stade de haut standing. Le point avec Mamadou Ndiaye. Il y a des veuves qui sont belles sous leurs habits de deuil. Elles sont l'objet de tous les désirs. Quand elles tombent le voile, on s'agenouille à leurs pieds. Malheureusement, le Sénégal n'a pas cette grâce en termes d'infrastructures sportives. Pourtant, les Lions du football terminent l'année 2020 à la première place sur le continent africain au classement FIFA. Et c'est pour la 5e fois consécutive, un peu paradoxal de dire que le Sénégal n'a qu'un seul stade fonctionnel avec sa pelouse en champ de patates. La preuve, les Lions avaient toutes les difficultés du monde pour dérouler leur jeu lors des éliminatoires de la CAN 2021. La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor avait été annoncée en novembre 2018, donc bien avant l'apparition de la Covid-19. Aujourd'hui, le prétexte de cette pandémie est brandi pour expliquer le retard des travaux de ce temple du football sénégalais où tout est à refaire, de la pelouse au projecteur en passant par les vestiaires, la toiture et les tribunes. Même situation au stade Demba Diop, ce temple historique du football sénégalais est laissé en rade depuis sa fermeture en 2017. Pourtant, le président de la Fédération sénégalaise de football avait déclaré que Demba Diop sera érigé infrastructure moderne au centre de Dakar il y a de cela 7 mois, lors d'une visite sur les lieux. Mais les amateurs du football sont toujours dans l'attente de voir ce stade construit en 1963 réouvrir ses portes et accueillir des matchs du championnat sénégalais de Ligue 1 qui en souffrent. Presque même décor au stadium Marius Ndiaye qui se trouve dans l'enceinte du stade Demba Diop, construit en 1961 pour abriter les Jeux de l'Amitié en 1963 à Dakar. Marius Ndiaye fut pendant plus de 4 décennies la seule infrastructure de Dakar pour les compétitions de basket, de volleyball, entre autres activités sportives. Réfectionné à plusieurs reprises, les travaux n'ont pas changé le visage du stadium. Plongé dans un état de dégradation avancé, certains diront aujourd'hui, il y a Dakar Arena et que le stade olympique sera prêt d'ici quelques mois. Mais que c'est dur jusqu'ici du sport de haut niveau dans ce pays qui est le Sénégal. Voilà, merci Mamadou Ndiaye. Alors, Matarba,
Les infrastructures, un sacerdoce pour l'État sénégalais. Vous l'entendez, je pense, quotidiennement. Ce problème d'infrastructure, ce manque de lieux, de loisirs pour les jeunes, pour la jeunesse et surtout pour les compétitions qu'abrite le Sénégal et qui sont de plus en plus nombreuses. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui vous avez reçu un groupe de techniciens chinois, mais moi ce qui m'inquiète c'est que vous avez déjà signé en 2018 une convention avec la Chine pour la réfection du stade Léopold Sédar Senghor et ça fait 2 ans déjà. Bien évidemment, parce qu'avec le coronavirus, cette pandémie, ça a ralenti le processus, mais ça ne l'a pas arrêté. C'est pourquoi on a eu à recevoir ces 2 groupes d'experts chinois. Le premier groupe, c'est pour la réfection du stade Léopold Senghor, Lamine Gueye de Kaolack, Elimanel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Et l'autre groupe, c'est la reprise, la réfection de tout ce qui est dans un état comme à Caroline Faye de Mbour, le délabrement, Matam où les projecteurs ont des difficultés, à Fatick où le gazon commence. Tous ces 8 stades, en dehors des 4, vont être repris par cette coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Je pense que le manque criard d'infrastructures sportives est un fait. C'est pourquoi le chef de l'État, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il nous a engagés dans ce combat pour qu'on règle ce déficit criard en matière d'infrastructures sportives. Parce que nous tous, nous sommes d'accord, pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures. Comment y arriver avec toutes les difficultés du Sénégal où tout est priorité? Il y a des stades qui sont construits par le budget consolidé d'investissement de l'État et d'autres par la coopération internationale. Et la Chine, nous tous, nous savons que aussi, c'est le premier partenaire dans ce domaine, surtout en matière d'infrastructures sportives. Le processus continue et ces stades-là vont être réhabilités, vont être faits. C'est la raison pour laquelle ces experts chinois, dirigés par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, initient ces concertations avec les techniciens du ministère des Sports pour aller vite. Parce que Dakar est une tension. Il n'y a plus de stade. Heureusement, au niveau de la banlieue, on est parvenu à faire, effectivement, à accompagner les collectivités territoriales. L'autre chose, vous avez parlé du trajet Thiès, mais j'ai envie de vous dire, les Thiessois, ou bien les Mbourois, ou les Fatikois comme moi, qui quittent quand il y a un match d'équipe nationale, qui viennent au Sénégal subissent les mêmes tracasseries. Non, mais moi, je rêve d'un Sénégal... C'est un problème mineur. Je rêve, mais c'est pour taquiner, parce que Mampatou, il faut que je la taquine des fois. Mais je veux dire tout simplement que moi, je rêve d'un pays, et c'est ça, le rêve, ça doit être le rêve de tout un chacun, que l'équipe nationale puisse jouer à Matam, ou chez moi à Fatick. Effectivement. On doit essayer de réunir toutes les conditions dans les régions, parce que au-delà du fait que nous tous, nous sommes des Sénégalais, et nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est stratégique pour notre équipe nationale. Si on doit recevoir une équipe et on a besoin de chaleur ou on a besoin d'autre chose, ça se fait dans tous les pays. Et c'est ce combat-là qu'on est en train de mener et on va le gagner. C'est pourquoi il y a le stade du Sénégal qui avance à grands pas. Quand on aura fini Léopold Senghor, Lat Dior, Aline Sitoé Diatta, le stade Maître Babacar Sèye qui sera réhabilité et reconstruit, je vais dire. Quand on aura tous ces infrastructures sportives, le Sénégal va prendre le sens inverse. Parce qu'au niveau de la CAF, les pays sont désignés, l'attribution est faite et les pays s'engagent à construire des infrastructures. Nous voulons avoir toutes les infrastructures sportives. Maître Babacar Sèye qui sera rénové, est-ce qu'on va en faire une enceinte capable d'accueillir l'équipe nationale du Sénégal, par exemple, ou bien ce sera toujours le petit stade? Non, mais quand on voit la conception, c'est un stade digne de ce nom, qui va permettre à l'équipe nationale de pouvoir jouer là-bas. Tout dépendra du match et tout ce qui est recherché, l'objectif de l'organisation du match. Et que le stade soit au nord. Mais bien évidemment. Oui, allez-y, Hubert. Alors, concernant les infrastructures, c'est-à-dire qu'au Sénégal, est-ce qu'il manque des stades? Moi, je n'ai pas cette impression-là. Je suivais dernièrement une télé guinéenne là, lors des tournois IFOA. Alors, le commentateur, il s'extasiait par rapport au fait qu'au Sénégal,
même dans les quartiers, il y a des stades. Parce qu'ils étaient à Pékin, au stade Alassane Djigo, et ils disaient qu'il y a à côté, il y a Amadou Bari, il y a Ndiarem. Mais le problème, c'est une réalité dans quasiment toutes les communes, à Fatick, à n'importe où, il y a des stades. Mais le problème, c'est la maintenance. C'est bien sûr. On a ce gros problème. Au-delà de la maintenance... on a l'impression que plus on réfectionne, plus il y a des problèmes. Mais Hubert, aujourd'hui, c'est nous, Sénégalais. Nous, on a du mal à savourer quand on réussit des choses. Nos acquis ne nous importent pas, en réalité. C'est ça la vérité. Est fier aujourd'hui, quand Arena Oui, mais on vous dira qu'on en a un seul comme ça. Parce que nous faisons le tour de l'Afrique. Aujourd'hui, on tire sur le ministère, on tire sur l'État du Sénégal en parlant de l'Adjor. L'Adjor qui est homologué par la CAF. Ce n'est pas une question de copinage. Mais est-ce que la CAF avait le choix? Sinon, où est-ce qu'on Mais joue? si, parce qu'il y en a d'autres qui jouent ailleurs. Le problème n'est pas là. Est-ce que l'Adjor n'aura pas le même problème que Caroline Faye? Non, j'arrive. Je suis en train d'expliquer. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je veux dire qu'on n'a pas atteint encore notre ambition. Mais il y a des acquis. Et ces acquis-là, il ne faut pas les fouler aux pieds. Au Sénégal, il y a des acquis. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives. Maintenant, le combat doit être le combat de la gestion et de la maintenance. Et quelque part, c'est le niveau central qui nomme une administration. Et ailleurs, c'est une question de collectivité territoriale. Parce que quand on investit des milliards, le jour de l'inauguration, on prend les clés, on confie ça à un responsable de collectivité territoriale qui monte un comité de gestion, qui utilise l'infrastructure. C'est ces personnalités-là qui doivent veiller à la bonne gestion et à la maintenance de l'infrastructure. Et le bas blesse à ce niveau. C'est pourquoi nous avons envoyé 20 responsables de stades en Chine. D'ailleurs, ceux qui vont refaire les stades vont rester au Sénégal pour accompagner, former, échanger avec les responsables de nos infrastructures sportives pour effectivement améliorer la façon de gérer et de maintenir nos infrastructures. Monsieur le ministre, on a l'impression qu'en fait, même les stades que vous venez de citer ont déjà été réfectionnés. Donc vous allez reprendre des travaux sur du travail déjà fait. Est-ce à dire que c'est la qualité du travail qui a été fait qui n'est pas bonne, ou c'est une surutilisation de ces stades-là? Comment vous expliquez qu'on réfectionne et tout le temps les mêmes problèmes se reposent? Mais je vais vous dire, Mme Fatou, que ce studio-là a besoin toujours d'être retapé, refait, accompagné. Oui, mais il est fonctionnel, lui. Mais je suis en train d'arriver à votre question. Mais je vais vous dire, il n'y a rien qu'on n'améliore pas. On doit continuer à améliorer. Mais ça vous coûte de l'argent. Vous savez, j'ai fait une visite inopinée quelque part dans une infrastructure sportive, je vais taire le nom du responsable. J'ai trouvé les barres de fer qui encadrent la tribune qui commencent à se détériorer parce qu'il y avait une rouille. Ah oui. Et il fallait tout simplement acheter un pot de 200 francs de peinture pour éviter que ça soit un chantier. Donc ce sont ces réactions qui nous manquent. On a un problème, un déficit en matière d'infrastructures sportives. Sûrement, avec le nombre de clubs, le nombre de jeunes et les sportifs sénégalais, sûrement il y a une surutilisation. Partout, on joue jusqu'à 3 heures du matin. C'est ce qui fait que le stade qui doit tenir pendant 10 ans, s'il y a une surutilisation, ce n'est pas sûr que ce stade puisse tenir 5 ans. Là aussi, c'est un fait qui est là. C'est pourquoi multiplier les stades au niveau de la banlieue, sérier certaines infrastructures pour les dédier aux compétitions internationales, c'est un travail à faire. Et ce n'est pas que le niveau central qui doit s'engager dans ce combat-là. C'est aussi au niveau des collectivités territoriales. Et justement, qu'en est-il du stade Demba Diop qui a été mis sous tutelle de la fédération, qui devrait s'occuper de la réfection? Ça fait plus d'1 an, je pense, comme vous avez annoncé cela, mais on ne voit rien qui bouge et on dit que le football sénégalais dakarois a besoin de cette... C'est une réfection ou une reconstruction? Une reconstruction. On a vu un film à travers les réseaux sociaux. Mme Fatou me disait que j'étais très dans les réseaux sociaux. J'ai vu qu'on a filmé les herbes et tout. Ce qui est tout à fait normal. Une infrastructure qui n'est pas utilisée, fermée. Il faut qu'il y ait ces genres d'images. Mais ce qui est
compréhensible aussi, c'est que quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Le président de la FIFA est venu au Sénégal, il a rencontré les plus hautes autorités de ce pays, il a rencontré la fédération, il y a une opportunité, une ligne dédiée aux infrastructures sportives au niveau des pays. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a Demba Diop, on ne peut pas le réouvrir parce que c'est la protection civile qui a recommandé qu'on ferme Demba Diop. Nous étions engagés à apporter des solutions basées sur le cahier de charges qui a conduit à la fermeture du stade Demba Diop. Mais puisque entre-temps, il y a des opportunités de milliards pour reconstruire Demba Diop, il fallait un protocole d'accord pour mettre cette infrastructure entre les mains de la fédération, ce qui leur permettra de lever les fonds au niveau de la FIFA. Ils sont en train de travailler avec leurs techniciens. Dès lors qu'on a signé le protocole d'accord, c'est maintenant sous la responsabilité de la fédération. Et j'avoue que la fédération travaille avec le directeur des infrastructures sportives. Et ils sont en train de faire la conception, les plans, tout ce qu'il faut pour que le dossier soit déposé au niveau de la FIFA. Et que ça peut être lent, ça peut être lent. Moi, ça peut être lent, mais l'essentiel que notre objectif soit atteint. Quand on aura fini le stade du Sénégal, quand on aura le stade Léopold Senghor et le stade de la banlieue, je pense que nous pourrons continuer à accompagner la fédération à lever ses fonds et à faire de Demba Diop un stade fédéral, ce qui arrangera encore une fois le département de Dakar qui souffre de ce manque d'infrastructures sportives. Et qu'en est-il pour le stade de Ibamar et le stade Assane Diouf? Ibamar sera repris. Ibamar sera repris parce que Ibamar est un site pour les Jeux Olympiques. Et l'AFD, on a un financement qui permettra en tout cas de reprendre et de mettre une piste d'athlétisme normale au niveau de Ibamar, de la même manière qu'ils vont reprendre effectivement la tour, comment on dit ça, la piscine olympique. Et parce que c'est des sites extrêmement importants pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et Assane Diouf aussi, ce n'est pas un projet abandonné. C'est un problème de foncier. Et l'État y travaille avec les acteurs pour qu'effectivement, vous savez qu'il y a un projet de délocalisation de Rebeuss, la prison. Et ce foncier-là permettra d'agrandir et de prendre toutes les dispositions pour ne pas gêner la famille religieuse, mais ne pas gêner aussi tout investisseur qui est à côté et permettre à nos amis de la Médina de pouvoir disposer d'une infrastructure. Alors, Hubert, je me permets juste de faire un flashback par rapport à la question de l'expédition des Lions du Sénégal au basket, puisque bon, il faut donner, c'est un droit de réponse entre guillemets. Le président Babacar Ndiaye s'insurge contre le fait qu'il y ait eu, entre guillemets, il n'y aurait eu aucun problème durant cette expédition. Les basketteurs étaient logés dans des chambres individuelles, ils étaient dans d'excellentes conditions. S'ils avaient eu des problèmes, ils n'auraient pas obtenu 3 victoires en 3 matchs. Donc quand même, je fais passer l'information, même si évidemment nous avons des sons de cloche. Le ministre attend son différents. rapport. Mais vous savez, Mme Fatou, moi je fais pleinement confiance au président de fédération. Parce que les responsables du sport sénégalais, nous tous nous comprenons que nous sommes ensemble. On a le même objectif. Très bien. Un président de fédération qui fait des résultats, il le fait pour soi-même, il le fait pour sa discipline et il le fait pour le peuple sénégalais. Mais attention, et ma mission, c'est de les encadrer et de les les accompagner à avoir ces bons résultats. Est-ce que l'erreur, le piège, ce ne serait pas de s'enfermer dans une bulle? Je veux dire, quand je vous parle du joueur de basket qui fait 2 mètres, qui voyage en classe éco, qui se met debout pendant tout le vol, je veux dire, c'est pas une critique. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Si vous avez, c'est possible, hein, c'est possible. Mais moi, quand je vois ça, je suis obligé d'entamer des concertations pour trouver des solutions. Ah, voilà. C'est comme ça. Je peux donner un nom. Il est possible. Non, mais bon, moi, j'ai vu un basketteur qui a eu un billet éco et qui a complété pour avoir une place business. Et ça, d'aucuns me diront que ce n'est pas normal parce qu'il ne doit pas le faire, mais c'est tout à fait normal, il se bat pour son pays. Vous savez, cette partie
patriotisme. Mais Gorgui, ici, les jeunes qui sont allés en Égypte, il leur a donné 2 millions. Il a sorti de l'argent pour participer à leur prise en charge. Ça, c'est une réaction naturelle, une réaction patriotique. Ça, on ne peut pas le refuser à un Sénégalais qui décide d'accompagner, parce que dans d'autres pays, vous avez vu, il y a d'autres pays où les gens s'investissent et qui donnent leur argent, qui prennent même des dépenses qui étaient prévues par l'État. Ils le font. Ça passe. Au Sénégal, on est là, l'État se bat pour accompagner tous les sportifs à réunir toutes les conditions de performance. Très bien. Et alors, justement, il y a un responsable politique de la PER qui me demande où en êtes-vous avec le stade municipal de Oussouye? Mais vous savez, nous aimerions, et nous sommes en train d'y travailler d'ailleurs, pour avoir un plan-programme qui touche tous les chefs-lieux de département. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. On monte, on va trouver comment le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. L'État a travaillé pour avoir 14 ou bien 12 stades, même 11 stades régionaux. C'est de la même manière, on peut continuer à travailler. Mais au niveau de toutes les collectivités territoriales, on ne doit pas faire de sorte que s'il n'y a que l'État qui doit investir dans ce domaine. C'est une compétence transférée. On va m'opposer le fait que les collectivités territoriales n'ont pas de l'argent. Ouais. C'est sûr. Mais il y a le PACASEN qui est là, il y a la coopération décentralisée qui est là. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Il y a des maires et des présidents de conseils qui travaillent et qui investissent dans le domaine des sports à travers la coopération décentralisée. Très bien. La gestion des... Parce que Hubert, moi je suis maire. On ne m'a pas réveillé pour me dire viens être maire. J'ai battu campagne avec un programme. Et tout programme d'une collectivité territoriale touche aussi le domaine des sports qui fait partie des compétences transférées. Ouais. Il faut qu'on assume cela. Et nous sommes prêts à encourager les maires et les responsables de collectivités territoriales qui initient des projets, même si ils ont des difficultés, nous pourrons venir accompagner. Mais ce qui est regrettable, c'est de laisser le sport pensant que ça ne fait pas partie de ces compétences. Alors, très rapidement, sur la gestion de l'arène de lutte, je veux dire, vous l'avez construit, c'est une belle infrastructure avec une belle inauguration, mais jusqu'ici, l'usage qui en est fait est un peu étriqué. Mais l'usage est là, ce que vous pouvez nous reprocher, et ça ne doit même pas être sous cette forme. On ne parle pas de reproche. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'organe de gestion qui est en gestation. Vous avez touché du doigt la manière de gérer nos infrastructures. Aujourd'hui, l'État s'est engagé dans la construction des infrastructures de nouvelle génération. Ce n'est plus le format d'infrastructure sportive qu'on avait. Aujourd'hui, vous allez à Dakar Arena, c'est un lieu ça doit être un lieu de vie. Vous allez à l'arène nationale, ça doit être un lieu de vie, même s'il n'y a pas de compétition. Parce qu'il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Vous irez prochainement au stade du Sénégal, pareil. Donc, il faut changer de paradigme. On ne peut plus gérer de la même manière. L'approche doit changer. C'est pourquoi nous avons initié des textes sur instruction du chef de l'État pour avoir un organisme qui sera chargé de gérer les infrastructures qui ont une dimension nationale. Et l'arène nationale en fait partie. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas précipités à nommer quelqu'un là-bas. On a laissé sous la responsabilité du directeur des infrastructures sportives qui travaille avec des ingénieurs qui ont fait le management des infrastructures sportives. Et tant bien que mal, on essaie de gérer en attendant l'adoption de ces textes au niveau du Conseil des ministres. Si c'est fait, maintenant, ça va être réglé. Vous avez beaucoup de dossiers en attente. Hein. Mais ce n'est pas en attente parce que le processus est entamé. Toutes les discussions ont été bouclées. Mais tout texte aussi a un circuit à faire. Et quand on aura terminé... Vous pensez à la gestion, co-gestion publique-privée aussi? Mais bien évidemment, c'est pourquoi on crée cet organe-là. Parce qu'on ne peut pas faire l'exception. Cet investissement-là, on ne peut pas le gérer comme ça. Il faut que les privés investissent nos infrastructures sportives, prennent les salons, prennent tout ce qui a été mis là-bas comme commodité, qu'ils puissent l'exploiter, ça fera des rentrées d'argent, et ces rentrées d'argent permettront à la bonne à la direction de pouvoir gérer
convenablement ces infrastructures. Le temps qui nous est imparti est fini. Nous allons essayer de faire en fast track, comme le disait le président de la République pour à l'élection de son second mandat. Nous allons parler de la réforme des textes, notamment pour le basket. Décidément, le basket est au cœur de beaucoup de nos sujets. Les changements d'équipe, d'air, diront certains. Objectifs en passe de devenir des exigences. Plusieurs structures délégataires de pouvoir ont des projets en cours ou sont attendus au tournant. Dans certains cas, le poids du ministère des Sports peut peser lourd au basket, au football, dans la lutte, au handball. Il y a des chantiers, il faut mettre la main dans le cambouis. Thioromar Ndiaye. Des réformes pour innover. Des réformes qui font aussi grincer des dents. Plusieurs fédérations réfléchissent et veulent modifier certains de leurs textes. C'est le cas de la Fédération sénégalaise de basketball qui fonctionne sans secrétaire général depuis plus de 2 ans. Elle compte proposer dans ses nouveaux textes à la prochaine Assemblée générale extraordinaire prévue courant décembre que ce poste revienne à un membre du comité directeur. Autre réforme envisagée, mettre fin à la limitation des mandats pour les membres du comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball. En l'occurrence, le président de la fédération, mettre aussi fin au cumul de fonctions. L'ère du changement a sonné du côté du CNG. Après 26 ans à la tête de ce comité, Alioune Sarr a donné les clés de la maison à Bira Sène. La nouvelle équipe a pour objectif de mettre en place sur le long terme une fédération nationale de lutte. Parmi les autres objectifs assignés à Bira Sène et ses collaborateurs, l'amélioration du statut du lutteur, la formalisation des écuries en association, l'organisation de façon périodique d'un festival national de lutte, l'entrée de la lutte aux Jeux olympiques. Pour le handball, le renouvellement des instances fédérales pour la succession du président Seydou Diouf, candidat à sa propre succession, est fixé en janvier 2021. Revoir la limitation du mandat du président est l'un des principaux objectifs de certains présidents de clubs. Selon eux, les textes de handball doivent être revus pour le bien-être et le bon fonctionnement de cette discipline. Pour le football, outre la mobilisation autour de la candidature de Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football, il faudra aussi élire une nouvelle équipe fédérale en août 2021. Un principal objectif est en ligne pour cette fédération sénégalaise de football, remporter la prochaine CAN senior en 2022. Voilà, monsieur le ministre, on va essayer de faire en question-réponse. Pour la Fédération sénégalaise de basket, il est beaucoup question de cette réforme de texte au sein de la fédération qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'observateurs. Une intervention, est-ce qu'une intervention de votre part ne freinerait pas, en tout cas ne mettrait pas fin à la polémique? C'est-à-dire déjà, les textes datent de 2014 avec la mise en place du CNBS. Aujourd'hui, on veut faire une assemblée générale extraordinaire pour encore réformer les textes. Est-ce que c'est une nécessité? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les textes, il y a un processus réglementaire. C'est les assemblées générales qui adoptent. Le ministère des Sports voit est-ce qu'effectivement c'est en conformité avec nos lois et règlements. Ça, il faut comprendre cela. Il ne suffit pas d'être là à dire c'est pas normal, c'est pas normal. Si ce n'est pas en contradiction avec nos lois et règlements, si la famille sportive se regroupe en assemblée générale, supervisée par le ministère des Sports, si c'est adopté, ça peut passer. Donc le combat, ce n'est pas à notre niveau. Nous, on est là, on est gardien de tout, on regarde. Si quelqu'un veut affreiner les textes, on l'arrête tout de suite, ça c'est clair. Hein? Nous, on est c'est la loi de la majorité. Ce n'est pas une question de majorité tout court. Il faut être d'abord le premier jalon, c'est être en conformité avec les lois et règlements de ce pays. Est-ce que vous pensez que les textes ont besoin d'être reformés, des textes qui datent de 2014? Mais c'est une opportunité que la fédération peut juger. Il y a une direction qui est chargée de cette question, c'est le directeur des activités physiques et sportives qui travaille en étroite collaboration avec les fédérations et qui regarde est-ce que tout ce qui s'est fait est réglementaire. Même si, mais si cette question divise le monde du basket quand même, vous en tant que ministre des Sports... Mais moi je suis quelqu'un qui prône l'unité et qui travaille, vous savez, depuis que je suis là. Il y a beaucoup de médiation, je parle à tout le monde. Si je pouvais décréter l'unité de toute la famille sportive, je l'aurais fait. Parce qu'on ne gagnerait rien
en étant divisé. Mais c'est différent dans le monde du basket. Est-ce qu'il ne vous... Oui, mais j'y travaille. Est-ce qu'il ne vous pollue pas un peu parce que... vous me permettez de ne pas étaler tout ce que je fais. Mais j'y travaille pour que les gens se retrouvent. Parce qu'ils ont un dénominateur commun. Tous ceux qui parlent, ceux qui sont aux affaires, tout le monde, ils se partagent l'amour du ballon orange. Et ça, c'est plus grand que toutes ces divergences. Ils doivent pouvoir se retrouver. C'est cela qu'il faudra comprendre. Maintenant, l'État a choisi délibérément de ne pas avoir de candidat, de ne pas coacher ces renouvellements. Depuis que je suis là, j'ai déclaré que l'État n'a pas de candidat. On laisse la famille sportive choisir son dirigeant et nous l'accompagnons, qui qu'il soit. Maintenant, le reste, ils sont assez matures, assez majeurs pour régler ces difficultés-là et mettre sur orbite le développement de la discipline. Ne pas s'attarder à ces difficultés-là, à ces incompréhensions. Et pour le handball, parce que là aussi, il y a des voix discordantes qui demandent la tenue d'une assemblée générale élective. C'est une obligation et l'assemblée générale se tiendra. Vous verrez qu'on a écrit à plusieurs fédérations pour exiger la tenue régulière, non seulement des assemblées générales électives, mais des réunions statutaires, des assemblées générales d'information. Tout doit être tenu correctement. Et Thiorobar a omis également le volley. Le volleyball aussi. Il y a 2 candidats déjà, ils sont en train de travailler ils iront très prochainement en assemblée générale. Très bien. Et sur quels critères vous vous êtes basé pour choisir le nouveau président du CNG après oui, question, oui. C'était un marathon, hein. Ça avait l'air de remaniement, comme on le dit. Oui. Mais ce n'était pas cela. Vous conviendrez avec moi qu'Alioune Sarr a fait 26 ans, 7 mois. On ne peut pas le remplacer comme ça. Parce que la lutte est très populaire, la lutte occupe une place extrêmement importante dans la vie des Sénégalais. Cette spécificité nous exigeait une démarche spéciale. Je pouvais m'enfermer parce que le droit me le donne. C'était mon pouvoir discrétionnaire. Je pouvais m'enfermer et sortir un arrêté. Parce que c'est ça la règle. Mais j'ai préféré l'exception. Cela veut dire ouvrir mes portes, discuter avec les acteurs de la lutte. On n'a pas pris tout le monde parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais on a pris l'essentiel. Non seulement pour discuter avec eux des problèmes de la lutte, mais aussi des acquis de la lutte. Parce que ces concertations, ce n'était pas pour discuter avec qui que ce soit. Est-ce qu'on te mettra président ou trésorier? Ça n'a jamais été ça. Très bien. C'était de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est des difficultés, et fixer les acquis pour confectionner un cahier de charge qui permettra à la nouvelle équipe d'aller de l'avant. Tout à fait. On a discuté avec tout le monde, on a vu les problèmes et tout, mais on a été aussi très très cartésien dans la démarche. Parce que si vous voyez le président actuel, c'est lui qui coordonnait l'ensemble des CRG pendant une dizaine d'années. Il y a une forme de continuité aussi dans ce cas. Une continuité n'est pas mauvaise. L'essentiel, le jour de l'installation de la nouvelle équipe, ils ont effectivement un nouveau cahier de charge qui n'est pas une répétition par rapport à ce qui se faisait. Mais il faut se fonder sur les acquis pour régler les problèmes de la lutte et aller de l'avant. C'est ce qu'on a fait et je remercie l'ensemble de la famille de la lutte qui a compris et qui a soutenu cette démarche. Le reste, c'est que dépasser cette période de doute et de coronavirus, de Covid-19, pour engager les combats assez importants qui ont été ficelés. Et nous espérons que 2021 sera une année de feu au niveau de l'arène. Pourquoi pas et que les gens puissent, à huis clos, lutter. c'est la mode. Moi, je vais au-delà du huis clos. Moi, je suis très optimiste. Je pense que nous pourrons aller un jour, très prochainement, on aura dépassé cette question-là et qu'on aille à l'arène, qu'on assiste à ces combats qui ne feront que faire plaisir, en tout cas, à l'ensemble du peuple sénégalais. C'est ça mon vœu et nous y travaillons tous les jours. Très bien. Alors, pour le football, l'objectif premier de la prochaine fédération, quelle que soit l'équipe, le dirigeant, remporter la CAN 2022? S'il s'agit de l'équipe nationale du Sénégal, parce que l'objectif est plus large que ça. L'objectif, c'est développer le football local, créer toutes les opportunités et aller au niveau international
S'il s'agit maintenant de notre équipe nationale, notre objectif, il est clair. C'est prendre le trophée. C'est gagner la coupe. Parce que tout le monde sait que si on va jusqu'en finale, on ne gagne pas le trophée, ça sera un goût d'inachevé. Et tout est fondé. L'ambition du peuple sénégalais est une ambition fondée. On ne peut pas avoir une équipe nationale qui est première équipe africaine pendant des années. 5 ans. Depuis 5 ans. Qui aujourd'hui a les meilleurs joueurs. On ne dira pas les meilleurs joueurs, mais on compte de très grands joueurs. On a une fédération qui maîtrise les compétitions internationales auxquelles elle participe. On a un État qui est décidé à mettre les moyens qu'il faut. Qu'est-ce qui reste? Se battre pour gagner le trophée. On n'a pas d'autre objectif. Et ça, c'est l'objectif. Monsieur le ministre, vous avez parlé de développer le football local. Ça fait partie des objectifs. Le football local, c'est le football amateur. Et le football professionnel. Le football professionnel. Le football professionnel a bouclé ses 10 ans, mais l'État ne l'a jamais appuyé. Et jusque-là... C'est parce que vous réagissez en termes d'argent. Oui. Mais si ce n'était pas l'État, il n'y aurait pas de football professionnel. Parce qu'il n'y a pas de club qui dispose, à part Génération Foot, d'infrastructures sportives. Oui, mais ça c'est... Mais je veux qu'on soit clair. Vous nous dites qu'il n'y a pas de subvention. Vous avez écouté bien le président du Casasport. Il dit qu'il a pris un exemple. Oui. Nous sommes une entreprise. Absolument. On investit, on veut gagner de l'argent. Est-ce que le Sénégal, en temps normal, subventionne les entreprises? Non. Mais nous avons compris en tant qu'État que les présidents de ligues professionnelles, de clubs professionnels, ils ont osé. Et c'est extrêmement difficile. D'où la décision d'accepter qu'ils ont besoin de bouffées d'oxygène, ils ont besoin de l'appui de l'État. Ah, mais ils attendent. Et ils attendent. Mais toute chose à son temps. Il y a de ça quelques années, il n'y avait pas de Ligue Pro. Aujourd'hui, il y en a. Non, mais ça fait 10 ans, monsieur le ministre. Est-ce que parfois vous n'avez pas des frissons quand vous entendez les présidents de club, la Ligue Pro, le président de la Ligue Pro, le président de la fédération? Je les rencontre tout le temps. Je les ai reçus il n'y a pas 3 jours. Tout le temps de leurs problèmes. Moi, je suis à l'intérieur. Je ne suis pas quelqu'un d'un élément extérieur. Je suis à l'intérieur de la famille sportive. J'ai dit, toute chose en son temps. Le règlement ne pourra pas se faire d'une manière ponctuelle comme ça, parce qu'il y a un problème, on le règle. Je vous dis, j'ai reçu aujourd'hui le comité olympique, et au mois de janvier, février ou plus tard, on aura fini le travail qu'on est en train de faire avec le comité olympique pour mettre en place ce code du sport. Tant qu'il n'y a pas de code du sport qui permet de diversifier les sources de financement, qui permettent à ces dirigeants sportifs de monter des dossiers, des projets porteurs dans le domaine et qui lèvent de l'argent, qui investissent et qui continuent le processus, on ne vivra jamais la dimension économique du sport. C'est cela qui va régler définitivement ces questions. Alors, les 2 actes fondamentaux posés par des compatriotes sénégalais, monsieur le ministre, un commentaire très rapidement. La candidature d'Augustin Senghor pour devenir président de la CAF. Le rôle de l'État sera fondamental. Voilà, quel est votre plan d'action? Parce qu'aujourd'hui, c'est un fils du pays qui va au combat. Mais Hubert, le rôle de l'État est fondamental. Mais celui qui est au devant et qui travaille avec l'État, c'est le président de la fédération. Vous savez que les fédérations sont autonomes, entre guillemets. Et la campagne ne se mène pas au niveau des chefs d'État. La campagne se mène au niveau... Mais avec le lobby de l'État. Mais j'arrive. Ce n'est pas la première fois qu'on soutient, nous, une candidature. Ce n'est pas la première fois qu'on participe à une élection. Ce que je peux vous dire, c'est tout simplement l'État est en train de faire ce qu'il a à faire. Un président de notre fédération est candidat. L'État est d'accord. L'État le soutient. Le président de la République l'a reçu. La diplomatie est actionnée. Maintenant, le reste, c'est au niveau du président de la fédération et de son staff qui fait le tour, effectivement, des présidents de fédération. Mais il faut des moyens. Et le travail qu'on est en train de faire. Mais les moyens, de toute façon, les moyens ne peuvent pas manquer à un président candidat à la Confédération africaine de football. Parce qu'il y a la fédération ici, mais il y a l'État qui peut permettre à ses envoyés de pouvoir se déplacer. C'est ça le problème.
On a les moyens de notre ambition. Maintenant, reste, c'est une question de stratégie et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Je veux tout simplement vous dire que la mobilisation des ministres des Sports, la mobilisation des personnalités sénégalaises qui peuvent influencer positivement et accompagner la candidature de Maître Augustin, mais ils le feront. Mais celui qui va coacher tout ça, c'est le président de la fédération qui va nous indiquer au Ghana, par exemple, ou dans un pays, c'est pas possible. Et là, nous essaierons d'entrer en jeu. Ou bien là, c'est acquis, là, c'est pas acquis. Donc, tout doit être coordonné. Ce n'est pas une question de ministre des Sports, tout simplement. C'est une équipe sénégalaise qui doit travailler en toute intelligence pour accompagner notre candidat. On a appris que un émissaire mauritanien a été envoyé chez le chef de l'État. Peut-être il est venu vous voir, mais c'est pour taquiner. Moi, j'ai un entretien téléphonique avec le ministre des Sports mauritanien. Il faut qu'on ait l'intelligence de savoir que nous sommes en Afrique de l'Ouest et que les deux pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Mauritanie, c'est des pays frères. On a d'excellentes relations. Donc, ce n'est pas une candidature à la CAF qui va nous diviser. On doit avoir l'intelligence d'accompagner le meilleur candidat. Voilà. Et ça, c'est un processus. On attend la validation des candidatures et on verra le reste et que les États vont accompagner pour que, effectivement, cette coopération soit renforcée au niveau de ces candidatures-là et aller vers l'essentiel. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Un mot sur l'acte posé aussi par Dembaba lors du match PSG Istanbul-Başakşehir. Il a créé un précédent en obligeant peut-être, ou en tout cas en incitant ses coéquipiers à rejoindre les vestiaires, à arrêter un match international. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Mais moi, je l'ai remercié, je l'ai félicité. Mais je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça. C'est un signal qu'il fallait donner pour montrer que le respect n'a pas de couleur. On doit respecter toutes les personnes, tous les acteurs du sport, sans discrimination. Et ça, c'est une forte personnalité et c'est extrêmement important parce que on peut entendre des cris racistes et tout, mais je me demande ce que seraient les différents championnats sans les Noirs. On a un rôle à jouer qui n'est pas un rôle à négliger. Il faudrait que le respect qui s'y est puisse être là et que tout le monde nous accompagne dans ça. Et je pense que c'est une page tournée, c'est un signal qui a été donné et bien compris par l'ensemble des acteurs du sport. Alors, Monsieur le Ministre, nous vous avons, entre guillemets, bien cuisiné pendant plus d'une heure et demie. On rappelle que quand même, ça fait 6 ans que vous êtes à la tête du ministère des Sports. Une seule personne jusqu'ici a fait mieux que vous. Il s'agit en l'occurrence de Feu François Bob, qui est resté 7 ans du temps de Léopold Senghor et Abdou Diouf. La personnalité de Matar Ba, son dévouement, qui mieux pour nous en parler que son grand frère quand même. On allait vous faire une petite surprise pour terminer cette émission. Mambaba, inspecteur d'académie à la retraite, se prononce sur la personnalité de Matar Ba. Quelqu'un boo xam ne dafa jege woon trop ay waajuram ndax pour firndeel la rek moom bourse bi ñu ko njëkk a fay bi mu nekkee au collège kaala la ko jënde ñëw muur ko sama yaay ñaanal ko ñaan yu fort yoo xam ne ñun ñëpp seede woon nañ ko mu jóge ci xol mu jege sama yaay trop itam ndax comme ñun on était une famille de 5 garçons on n'avait pas de filles il y avait des travaux féminins yoo xam ne liggéey kër yu jigéen yoo xam ne moom mi da ko doon def daana dimbali sama yaay si yu bare bari ay rooti ay wall ko di ko dëbal yëpp def na ko lépp rek pour cofeel gi amoon digganteem ak ay waajuram moo tax yar boobu ñu ko yar nag moo tax ñun amuñu dara lu ñuy tiis si moom ndax mos na ma wax benn bés booba temps kenn xalaatul sax dina nekk maire wala dina nekk ministre mu naan ma man daal vraiment ay buñ ma joxoon sportu Sénégal yàgg na li ma lay wax nii ma ne ko yàlla baax na mais dafa mel ni prémonition la woon mu jékki-jékki rek gis nga yàlla ni ñu ko jaarale boo mu nekk ministre des sports ñu ci sant yàlla bu baax parce que déggaluñ ko dara loo xam ne ñaaw na moo ngi jéem a góorgóorlu te ñi mu nekkal ñoom tamit bëgg nañ ko
mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla daf ñuy may ñun fit gën a teyal suñuy xel pour ñu xam ne rek moom ku baax la na mu juddoo woon daal ñu yare ko ni. Voilà, Monsieur le ministre, c'était pour vous faire plaisir parce que vous avez plaisir en venant ici sur ce plateau. Ça c'est une surprise très agréable. Et je vous en remercie. Vous parlez de 6 ans, mais j'ai l'habitude de le dire, la durée, c'est tout simplement la confiance du chef de l'État. Ce n'est pas que la performance, parce qu'en réalité, les postes de ministre, c'est une question de confiance. Donc, je voudrais tout retourner au président Macky Sall qui m'a fait confiance. Et nous continuerons à travailler. Moi, 6 ans et 2 ans, j'ai la même détermination, j'ai la même envie d'accompagner les sportifs à trouver des solutions à ces difficultés que je vivrai après ce poste de ministre des Sports. Je l'ai vécu avant, en tant que président de l'ONCAV, en tant qu'acteur. Et il y aura d'autres problèmes parce que la vie est faite comme ça. Quand on aura réglé ces difficultés, il y en aura d'autres. Mais nous serons là, ensemble les Sénégalais, la main dans la main pour apporter les solutions aux côtés des pouvoirs publics. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette invitation et bonne chance dans vos différentes missions. Hubert, merci de nous avoir accompagnés. Merci. Voilà, cher, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Et je remercie. Oui, une toute dernière question sur les infrastructures. Le monde du basket, ils disent que souvent, quand on parle de réhabilitation, de construction de stades, les régions, c'est le néant total pour les salles de basket, vraiment. Ça, c'est une vérité aussi, on ne va pas le refuser. C'est pourquoi on commencera par Saint-Louis, parce que le stade Maître Babacar Sèye, on aura à côté aussi un temple du basket, peut-être du hand, un temple multifonctionnel. Très bien. Et peut-être quand on continuera à travailler, on en retrouvera ailleurs. À Thiès aussi, et au niveau du stade Lat Dior, il y a une salle de basket qui mérite d'être améliorée. Très bien. Et petit à petit, ce gap va être résorbé. Très bien. Voilà, ce soir, Vieux Diouf me tire les oreilles et à juste raison parce qu'on a largement dépassé le temps imparti. Merci à lui qui réalise cette émission. On remercie toute l'équipe qui était présente. Mamadou Ndiaye qui nous a aidé à préparer cette émission. Hamza Diallo à la caméra. Mor Harma, Monsieur Kamousek, chef du protocole. Baye, photographe. Et bien sûr, côté technique, on n'oublie pas aussi Baye Son. Et PM Diakhaté aussi à la régie qui nous permet de commencer dans des timings raisonnables. On va remercier également Rama Diaristo, rue Enisika Baobab. N'oubliez pas, les fêtes de fin d'année, ce sera en mode confinement, mais bien habillé, bien sapé et bien coiffé. Excellente soirée. Au revoir.